Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de la pratique du droit de l'arbitrage en Afrique. On évoquera également l'ouvrage Perles de garde à vue et enfin la création de l'Association des magistrats français pour la justice civile, la MFJC. On débute tout de suite cette émission avec Vivien Patrice Lloyd Amos PA Makaga, associé au sein du cabinet SRD Law Firm pour parler de la pratique du droit de l'arbitrage international en Afrique. Vivien Patrice, bonjour. Bonjour. Quelle est la place de l'arbitrage international en Afrique? Pour commencer, il est important de définir ce que c'est que l'arbitrage. L'arbitrage est une procédure qui permet de régler des conflits, des litiges contractuels ou commerciaux opposant des personnes morales de droit public ou privé. Et donc, au niveau du continent africain, bien évidemment, l'arbitrage peut être considéré au fur et à mesure du temps, comme un accélérateur de la croissance économique au niveau des États et qui implique également d'être un vecteur du droit pour accompagner l'émergence des pays. C'est vrai qu'avec la multiplication des procédures d'arbitrage, on serait tenté de penser que c'est une mauvaise chose, alors que bien au contraire, on pourrait plutôt estimer que cette vitalité de l'arbitrage permet surtout aux parties de privilégier le choix du respect de la norme à celui de la loi du plus fort. Et d'ailleurs, avec les 72 institutions d'arbitrage du continent aujourd'hui, on a la preuve là que c'est un mode de règlement des conflits qui a un bel avenir. Alors on voit que l'arbitrage international en Afrique a un bel avenir, mais quel est l'impact des immunités étatiques sur l'efficacité de l'arbitrage à l'étape de la reconnaissance et de l'exécution des sentences? Alors, sur la question des immunités, c'est un peu complexe parce que d'abord, il faut savoir qu'on parle d'ici d'une protection internationale dont jouissent les États en tant que sujet de droit international, qui implique qu'un État va être protégé contre toute forme de poursuite sur le territoire d'un autre État. Et donc, par rapport à l'immunité, on en retrouve deux dans le cas de figure qui nous concerne. On a l'immunité de juridiction, qui suppose qu'évidemment l'État ne peut pas être poursuivi. Et puis, à côté, cette immunité de juridiction va être complétée par une autre immunité, l'immunité d'exécution, qui, elle, va protéger l'État contre d'éventuelles exécutions forcées ou saisies conservatoires sur ses biens ou ses avoirs. Donc, naturellement, au moment même du rendu de la sentence, on va avoir cette phase, justement, il faudra faire reconnaître la sentence arbitrale par la voie de l'exéquatur, mais ensuite, celle de l'exécution, c'est-à-dire que la décision, elle est rendue. On va parfois avoir affaire à des débiteurs récalcitrants, des parties défaillantes qui, manifestement, ne vont pas exécuter volontairement, et c'est là que va se poser cette difficulté concernant certains États qui, lorsqu'elles contestent la sentence arbitrale, vont soulever devant le juge cette immunité d'exécution. Or, lorsqu'on se retrouve dans une convention d'arbitrage, ou en tout cas lorsqu'on accepte l'introduction d'une clause compromissoire dans un contrat, notamment l'État, c'est une forme de renonciation implicite à cette immunité qui amène l'État à se soumettre à la compétence des arbitres. Donc naturellement, l'arbitre, lorsqu'il rend sa sentence, il estime que l'État ne peut pas contester puisqu'il a accepté les règles dès le départ. Or, sur le territoire de cet État, si l'État est contestataire, naturellement, on va avoir une difficulté parce que il va jouer sur sa prérogative de puissance publique et les juridictions de droit commun, elles aussi, qui vont reprocher aux partis de n'avoir pas privilégié la justice étatique, vont également participer parfois à faire obstacle à l'exécution de la sentence arbitrale. Alors donc vous évoquez justement l'exécution des sentences arbitrales. Quel est le rôle de l'avocat arbitragiste? Donc l'avocat, dans ce cas de figure, il faudrait que dès le départ, il soit assez vigilant, parce que lorsqu'on a affaire à une partie souveraine, avec toutes les affaires qui ont été rendues par les juridictions d'arbitrage, on comprend très bien cette difficulté. Donc, en ayant conscience de cette difficulté, l'avocat arbitragiste va se tourner vers des voies alternatives. La première, c'est d'abord qu'il va regarder au niveau de l'état
de nationalité de l'investisseur, en tout cas du créancier s'il défend le créancier, pour pouvoir saisir le juge de l'exécution et voir si sur ce territoire-là, le débiteur récalcitrant, l'État, ne dispose pas de biens ou des avoirs qui peuvent lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir les saisies ou l'exécution forcée de la décision. Et le rôle de l'avocat aussi s'apprécie au stade de la négociation du contrat, ou de la rédaction de la clause d'arbitrage, ou encore au démarrage de la procédure, parce qu'il y a certains éléments qui sont naturellement très importants, tels que le choix de la langue de l'arbitrage, le choix du siège du lieu de l'arbitrage, puisqu'il va avoir toutes ces implications qui nécessiteront que l'avocat doit pouvoir conseiller son client, et aussi, pourquoi pas, envisager, peut-être même après la sentence, des négociations. Et ça, le cabinet SRDB, l'infirme, commence à se spécialiser un peu dans cette voie que j'appelle souvent la justice diplomatique, où on va essayer d'éviter de rentrer dans un nouveau combat qui peut être très long et qui peut s'avérer très coûteux. Donc l'alternative, c'est souvent de favoriser, n'est-ce pas, la négociation. Donc on voit le rôle clé de l'avocat arbitragiste. Évoquons maintenant les perspectives de développement de l'arbitrage sur le continent africain. Quels sont les défis à relever pour le rendre plus efficace ? Les défis à relever pour rendre l'arbitrage efficace sur le continent, c'est d'abord de privilégier une culture africaine de l'arbitrage, c'est-à-dire une culture de l'arbitrage OHADA, puisque vous savez que l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est l'organisation quand même qui aujourd'hui a pignon sur rue sur le continent et qui dispose d'une juridiction appelée la CCJA, la Cour commune de justice africaine, avec un centre d'arbitrage. Aujourd'hui, ce centre d'arbitrage peut être parfois sujet à caution, mais je pense qu'il faut pouvoir privilégier ce centre d'arbitrage, en faire une référence régionale comme l'est aujourd'hui le CIRDI pour les arbitrages d'investissement, accompagner ce processus par les mécanismes de transparence, d'efficacité et de lisibilité des décisions, mais surtout d'objectivité de ces décisions. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire, mais aussi un dernier point qui est important, c'est que concernant la question des immunités d'exécution, il faudrait peut-être envisager d'introduire désormais dans les conventions, les traités bilatéraux d'investissement ou les conventions d'arbitrage, des clauses qui obligent les États à renoncer de manière expresse et spéciale à cette immunité d'exécution, puisque c'est souvent l'obstacle qui empêche les parties créancières de pouvoir rentrer dans leurs droits. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours sur Décideur TV. On va parler de l'ouvrage Perles de garde à vue, édité chez Henrik B. Éditions, avec son auteur Julien Fresneau, avocat chez Orcade Avocat. Julien Fresneau, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage, Perles de garde à vue ? Bien sûr. Alors c'est vrai que quand on est avocat pénaliste, on a affaire à des affaires criminelles et des affaires très lourdes. Donc dans la matière, qu'on soit policier, magistrat ou avocat, très souvent on a besoin de soupape de décompression, on va dire. Et la meilleure soupape, c'est l'humour. Et dans cet ouvrage, j'ai essayé de réunir un maximum d'extraits de garde à vue, donc des échanges questions-réponses avec des policiers, et de trouver les extraits les plus cocasses pour les présenter et faire sourire, bien évidemment, le lecteur. Alors, comment ça se présente ? Alors, c'est un ouvrage qui est découpé par thème, par infraction notamment, mais également par tout ce qui permet de se retrouver en garde à vue, par les facteurs, on va dire, criminogènes, que sont l'alcool, le sexe, les drogues. Et voilà, par thème, on essaie de trouver les choses les plus amusantes. Et parfois, c'est illustré. Alors, c'est illustré. Il y a quelques images, en effet, dans le livre, en termes de visuel, de locaux de garde à vue, de cellules, ce genre de choses. Et après, ce sont des échanges qui sont plutôt amusants. Alors, est-ce qu'on peut avoir des extraits de ces petites perles de garde à vue ? Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a plus de 300. Ce sont que, je précise, des extraits authentiques. C'est-à-dire que rien n'est inventé, ce sont que des extraits de véritables dossiers. Et on a plein de choses amusantes. Moi, j'aime bien les gens qui se croient supérieurs à tout le monde. Par exemple, le gardé à vue à qui on cite un extrait d'écoute téléphonique dans lequel il dit
voilà, t'inquiète pas, on nous écoute pas, c'est impossible, toutes les enquêtes criminelles seraient résolues si jamais les gens étaient mis sur écoute. Et bien évidemment, tout ça est enregistré par les policiers. On a bien évidemment un gardé à vue qui se déconfie quelque peu à côté de nous. Et puis on a plein d'échanges, oui, assez drôles. On a des gens qui sont assez assurés en garde à vue, hein, à qui le policier demandera par exemple, mais pourquoi continuez-vous à commettre tel ou tel fait? Et le gardé à vue de répondre, mais si on faisait tout ce qui est légal, on s'amuserait plus. Voilà, donc on a des échanges qui sont des passes d'armes assez étonnantes parfois. Alors, est-ce que vous avez des confidences parfois? Alors, on a plein de choses qui se passent, oui, en garde à vue. Ce qu'il faut comprendre en garde à vue, c'est que toute personne placée en garde à vue a envie de répondre à des questions et souvent a envie de se sortir. Et pour s'en sortir, on ment. Donc, à qui on ment en premier lieu? À son avocat. Donc, on a souvent des confidences qui ne sont pas la réalité et qu'on voit la vérité évoluer au fur et à mesure de cette mesure très spéciale. Alors, est-ce qu'il y aura une suite d'autres perles de garde à vue? L'avantage, c'est que c'est un filon sans fin, j'ai envie de dire. Il y aura toujours des gens placés en garde à vue et on aura toujours des réponses un peu à côté de la plaque. Sur les suites même du livre, on continue à m'en envoyer. Ce livre s'est adossé à un compte Instagram qui s'appelle Procès-Verbaux, sur lequel des policiers, des greffiers, tous les chaînons du pénal m'adressent leurs meilleures perles. Donc oui, c'est un puits sans fin. De quoi en faire un tome 2, un tome 3 et plus si affinité. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. De rien. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside et on va parler de la création de l'Association des magistrats français pour la justice civile, l'AMFJC, avec Cédric Cosso-Van Latem, secrétaire général adjoint de l'association. Cédric, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi avoir créé cette association ? Alors, la création, elle fait suite à un constat, en fait, qui est une méconnaissance de la justice civile. Donc, une méconnaissance non seulement dans le grand public, puisqu'on le voit régulièrement, dès qu'il y a un fait divers, un meurtre, un viol, etc., ça relève du criminel et du pénal. Et donc, c'est vrai que le grand public a plutôt une connaissance, et encore pas approfondie, mais un vernis, on va dire, de connaissances en matière pénale et très peu en matière civile, alors même que la justice civile, c'est vraiment la justice du quotidien. Et si le citoyen français a affaire une fois dans sa vie à la justice, ça va souvent être le cas dans le cadre d'un divorce, d'un licenciement, donc il va devoir comparaître devant le conseil prud'homme, etc. Donc ça, c'est un premier constat. Et le deuxième constat, c'est que même au sein du corps judiciaire, les fonctions civiles sont assez... on a noté qu'il y avait une désaffection depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et à titre personnel, c'est vrai que par exemple, moi je suis magistrat au tribunal judiciaire d'Amiens pour le moment depuis 4 ans. Et quand on reçoit les auditeurs de justice, donc ils font toutes les fonctions dans le cadre de leur formation. Mais jusqu'à présent, ils vont tous soit au parquet, soit à l'instruction, etc. Et c'est vrai que la matière civile pure n'attire pas tant que ça. Voilà, et donc c'était vraiment pour ça que l'association a été créée, pour donner un peu de visibilité aux magistrats civilistes. Alors, quels sont les objectifs de cette association ? Alors, les objectifs sont, comme je viens de vous le dire, donner de la visibilité, puisque c'est vrai que le magistrat civiliste peut avoir l'image du magistrat qu'on voit pas forcément, puisqu'il a peut-être moins d'audience, mais c'est vrai que le travail du magistrat civiliste se fait plus en aval qu'en amont, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'audience, et en fait, c'est en sortant de l'audience que tout le travail va commencer, puisqu'il y a un grand travail de rédaction, de motivation des décisions, des jugements et des ordonnances. Donc donner de la visibilité, pour que les collègues arrêtent de penser que c'est pas parce qu'on ne voit pas, qu'on est enfermé dans notre bureau devant notre ordinateur qu'on ne travaille pas. Et également essayer de peser dans les réformes qui traitent du droit civil ou de la procédure civile. C'est-à-dire faire des recommandations ? Voilà, faire des recommandations ou des notes, puisqu'effectivement, alors souvent quand il y a une réforme, notamment en matière de droit civil, de procédure civile, la direction des affaires civiles et du sceau va être dans la boucle, et donc c'est vrai que au sein de la DSS, ce sont souvent des magistrats, qui sont temporairement à la DSCS, mais qui peuvent parfois être
un peu éloignés, puisque ça fait peut-être longtemps qu'ils n'ont pas exercé. Et donc l'idée, c'est vraiment de pousser la parole du terrain et de dire, bah voilà, vous proposez telle réforme, mais nous, on voit bien dans nos dossiers que ça va peut-être marcher, ou ça va peut-être pas marcher. Donc c'est ça aussi. Peut-être un mot pour finir sur les premières initiatives de l'association. Alors sur les premières initiatives, donc on a d'abord essayé de se faire connaître. Donc on a rencontré le garde des Sceaux, la DACS, la direction des services judiciaires, le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Donc on a eu un accueil très favorable. Et ensuite, comme je vous le disais, on a déjà fait plusieurs notes, puisqu'il y a des projets de réforme en cours, notamment sur le sur le civil, la procédure civile. Donc les deux coprésidents ont été reçus par les sénatrices en charge, les sénatrices qui rapportaient sur ces projets de loi. Et on a fait valoir notre voix sur notamment des questions assez précises, l'audience de règlement amiable, la césure du procès civil, puisque c'est quelque chose qui va peut-être se mettre en place. Il y a aussi une idée de réforme de créer un tribunal des affaires économiques, où ça traiterait notamment des procédures collectives avec un échefinage, mais lequel échefinage serait plutôt en défaveur des magistrats professionnels, puisque le magistrat professionnel serait un assesseur des magistrats consulaires. Enfin voilà, on a essayé de rédiger des notes et on espère qu'on va être entendu. Et l'idée, c'est vraiment ça, de porter la voix des magistrats du terrain. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.